Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous renouveler une fois encore votre fidélité sur le grand format de Canal 3 Bénin. Aujourd'hui, 12 octobre 2025, hier, le monde entier a célébré la Journée internationale des filles. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, c'est le thème de l'édition 2025 célébrée ce samedi 11 octobre. Un thème qui sonne comme un appel mondial à l'action pour débloquer le potentiel des jeunes filles et briser les barrières qui entravent leur avenir. Au Bénin, cet impératif d'autonomisation est au cœur des politiques initiées par le gouvernement, notamment en matière d'éducation et de protection sociale. Nous allons en parler dans cette émission avec Ourou Brissagani. Il est expert en éducation spécialisée. Il sera donc sur ce plateau pour nous dire l'importance et la portée de cette journée pour l'épanouissement des filles au Bénin. Notre invité média est un journaliste indépendant correspondant de la West Africa Democracy Radio au Bénin. Avec lui, nous ferons le décryptage de l'actualité de la semaine, entre autres sujets à aborder, la journée nationale d'inclusion financière avec le gouvernement qui réaffirme sa volonté d'élargir l'accès aux services financiers, la recrudescence des descentes du président Patrice Talon sur les chantiers en cours à Cotonou et à Ouida, sans oublier bien évidemment les duos politiques pour la présidentielle de 2026 qui semble être un accouchement difficile pour les partis de l'opposition. Tous ces points seront développés dans cette émission. Vous aurez droit à la revue de presse hebdomadaire de Assomo Kanyan Siongbon, un condensé de l'actualité relayé par les médias. La page culture sera assurée par une diva de la musique béninoise. Elle est surnommée la reine internationale de la rumba au Bénin. C'est le titre qu'elle a pris récemment. Elle est la force vivante, une ambassadrice passionnée qui tisse l'âme du Bénin sur les mélodies du monde. Avec un talent éclatant et une persévérance admirable, elle a transformé son art en un véritable cri de cœur. Il s'agit bien évidemment de Fanny Sénan que nous allons recevoir dans le grand format de ce dimanche 12 octobre 2025. On démarre tout de suite par le journal. Au sommaire de ce journal, Kaswala se mobilise autour du duo candidat de la majorité pour l'élection présidentielle de 2026, une initiative portée par des figures de l'Union progressiste, le renouveau, notamment l'ancien ministre Antoine Dayori et le président Issa Salifou qui sont allés galvaniser les ressortissants de l'Atakora installés dans cette localité. Les détails dans un instant. À Cotonou, c'est dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi, que le mouvement Jeunesse Ouadani a choisi pour implanter son siège dans la perspective des élections de 2026. Les locaux ont été officiellement ouverts ce jeudi aux militants et soutiens du candidat Romiad Ouadani, les défis et les ambitions des responsables de ce mouvement dans ce journal. Nous parlerons également de la formation initiée au profit de 23 mécaniciens de la Marine nationale axée sur l'entretien et la réparation des moteurs des vecteurs. Cette session qui a pris fin ce vendredi vise à renforcer les capacités opérationnelles de la Marine nationale. Elle s'inscrit également dans le cadre du projet de développement du secteur portuaire financé par l'Union européenne et mis en place par Enabel. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. 14 octobre 2015, 14 octobre 2025, dans exactement 2 jours, cela fera 10 ans que le général Mathieu Kérékou a été rappelé à Dieu. Et pour honorer la mémoire du grand camarade de lutte, la famille Kérékou a prévu des cérémonies commémoratives qui vont s'étendre du 13 octobre, c'est-à-dire demain lundi, au 18 octobre 2025. Colonel Montan Kérékou, fils aîné du feu général président, nous dévoile le chronogramme de cette commémoration au micro de Canal 3 Bénin. 14 octobre 2015, 14 octobre 2025. Cela fait une décennie que notre cher papa, le général Mathieu Kérékou, ancien président de la République, a été rappelé à Dieu. Comme vous le savez, c'est un personnage public. Il a été un grand homme d'État qui a marqué la vie politique nationale avant, pendant et après
la conférence des forces vives de la nation, dont le résultat est le renouveau démocratique que les Béninois continuent de célébrer. Le temps ne saurait ranger une telle icône dans les oubliettes. C'est pourquoi nous, ces enfants et petits-enfants, avons pris l'initiative de commémorer l'homme. J'invite donc toutes les composantes de la nation béninoise à s'unir d'intentions de prière avec nous pour sa mémoire à travers le programme suivant. Le lundi 13 octobre 2025 aura lieu à la résidence familiale sise au quartier Bagri une veillée de prière. Le 14 octobre 2025, il y aura une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Sauveur de Natitengu. Il y aura également une prière d'invocation le 17 octobre 2025 à la grande mosquée de Natitengu. Et enfin, le 18 octobre 2025 aura lieu également une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Sauveur de Natitengu, suivie de recueillement au mausolée sise au quartier d'Asakate à Natitengu. Voilà un peu ramassé et résumé le programme de la commémoration. En politique, la mobilisation se poursuit autour du candidat de la majorité présidentielle pour l'élection de 2026. À l'instar de plusieurs autres localités du Nord Bénin, c'est Kassoala qui a accueilli une grande rencontre de soutien au duo Ouadani-Talata, une initiative portée par des figures de l'Union progressiste, le renouveau notamment, l'ancien ministre Antoine Dayori et le député Issa Salifou qui sont allés galvaniser les ressortissants de la Takora installés dans cette localité. Dans une ambiance festive ponctuée de chants et de danses traditionnelles, les intervenants ont insisté sur l'unité et la cohésion comme conditions essentielles pour briller aux élections générales de 2026. Nous allons suivre. La dynamique de mobilisation autour du candidat de la majorité présidentielle se poursuit. Ce mercredi, c'est la localité de Kassoala dans l'arrondissement de Tchaourou qui accueille cette grande rencontre initiée par plusieurs figures de l'Union progressiste Le Renouveau, notamment l'ancien ministre Antoine Dayori, l'honorable Issa Salifou et d'autres responsables de partis venus galvaniser les ressortissants de la Takora vivant dans cette partie du Nord Bénin. Nous sommes venus ici non seulement pour nous présenter, pour vous remercier et vous encourager, mais aussi pour nous dire préparez-vous pour les élections communales. Vous tous qui êtes ici, ceux qui veulent être candidats, sans peur, il faut se manifester. Il faut qu'il y ait des députés, des conseillers parmi vous. À la mairie de Tchaourou, il faut que vous y soyez présents. Et maintenant, pour les présidentielles, notre parti, l'Union progressiste, a déjà choisi son candidat. Il s'appelle Romiad Wadaï. C'est lui qui est sur la photo là. Il va nous faire ce que nous voulons. Il va arranger Kassoala. Il va arranger aussi Materi. Il faudrait que nos conseils, que ce soit les conseils locaux ou communaux, que ces conseils reflètent la diversité de ces différentes communautés qui y vivent. C'est pourquoi, comme vous venez de le dire tantôt, on peut avoir désormais un CV de Kassoala qui soit Nyende, qui soit Otamari, qui soit Wama. Le CA peut être Nyende, Wama, Otamari. Le maire peut être Wama, Otamari, Nyende, Biali, que sais-je encore.
Face à une foule attentive et enthousiaste, les intervenants ont insisté sur la nécessité de l'unité au-delà des barrières sociales, culturelles et linguistiques pour porter haut la vision du parti et assurer une victoire éclatante à l'issue des élections générales de 2026. Tous ceux qui sont Aoussa, Djerma, Peul, Bariba et tous les gens de la Takora se mettre ensemble pour nous aider pour ces élections qui arrivent. Parce que très souvent, on dit le candidat du Nord n'a pas de chance au Sud. Le candidat du Sud n'a pas de chance au Nord. Nous, on dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous, nous sommes du Nord et nous sommes prêts à accompagner le candidat du Sud pour qu'il soit président. Le Bénin, c'est un. C'est bien ça, hein? Nous sommes tous les mêmes. Et c'est pourquoi nous sommes venus vous voir pour vous présenter notre candidat. Avant les élections. Même le président Talon dit qu'il va choisir quelqu'un qui va faire plus que lui-même. Talon. Donc celui qu'il a choisi aujourd'hui, c'est pour qu'il fasse plus que lui. Au-delà de présenter à la population le candidat de la majorité présidentielle Romuald Wadaï, l'honorable Issa Salifoua pour sa part a invité chacune des populations à se tenir prête pour les élections générales de 2026. Un message de responsabilité citoyenne et d'engagement politique lancé dans une ambiance conviviale, rythmée par des chants et danses traditionnelles. Bientôt les élections, si les gens ont des problèmes de carte d'électeur, de tout ce qui va leur permettre de voter, il faut absolument qu'ils aillent voir le chef d'arrondissement pour que le chef d'arrondissement les aide à avoir les papiers pour pouvoir voter. Parce que si les gens viennent ici, nombreux, nous écouter, sont d'accord avec nous, s'ils n'ont pas de pièces pour voter, c'est inutile. Nous voulons que toutes les personnes qui sont ici aient leur carte d'électeur, puissent voter. C'est là qu'ils seront utiles pour nous, c'est là qu'ils seront utiles pour notre candidat. L'appel que j'ai à lancer à ma population, c'est de rester unis, de rester soudés pour préparer les joutes électorales. Il y a les communales, il y a les législatives et les présidentielles après. Donc nous sollicitons leur voix pour accéder au pouvoir en 2026. Cette mobilisation à Kassoala marque une étape importante dans la conquête du terrain par l'Union progressiste et le renouveau. Le mot d'ordre reste le même, unir les forces, parler d'une seule voix et accompagner le duo Wadaï Talata vers la victoire en 2026. Politique toujours, c'est dans l'arrondissement de Godomè, commune d'Abomey-Calavi, que le mouvement Jeunesse Ouadani a choisi pour implanter son siège dans la perspective des élections de 2026. Les locaux ont été officiellement ouverts ce jeudi aux militants et au soutien du candidat Romuald Ouadani. Les défis et les ambitions des responsables de ce mouvement sont à découvrir dans ce reportage signé Esther Tofa. Mieux s'organiser pour les actions futures en faveur de leur candidat Romuald Ouadani. C'est ce qui a motivé le choix d'un local à Godomè par les membres du mouvement Jeunesse Ouadani. Le lieu que nous inaugurons aujourd'hui nous servirait de cadre pour nos activités politiques, pour nos concertations. Et cela nous servirait également de tout ce qui est joie, le jour donc de la réussite de notre candidat. Oui, ce local, parce que nous avons voulu rester au cœur donc de Cotonou et pour pouvoir recevoir nos amis, nos militants, nos frères de partout et discuter avec eux et pouvoir descendre à la base sur toute l'étendue du territoire. Le choix du ministre d'État en charge des Finances est perçu par les responsables de ce mouvement comme un défi que la jeunesse devra absolument relever. Le président l'a dit, nous sommes de tous les partis politiques. Le mouvement Jeunesse Ouadani n'est en concurrence avec aucun parti politique. Vous comprenez que le candidat Romuald Ouadani appartient aux partis politiques. C'est les partis politiques qui l'ont choisi. Ce que nous voulons être leur relais sur le terrain. Nous voulons aller amplifier leur action sur le terrain pour que l'efficacité soit totale. Nous sommes des actrices de développement à la base. Et le candidat Romuald Ouadani est un homme de développement. Nous avons jugé que la mobilisation des fonds pour le développement est capitale.
Si vous êtes dans une république, vous n'arrivez pas à mobiliser des fonds, vous ne pouvez pas développer le pays. Et le président, le candidat Wadayi, est ce candidat-là qui a la capacité, la compétence à mobiliser des fonds pour le développement de ce pays. Et nous sommes engagés pour le chaos en 2026, pour que le développement continue dans la République du Bénin. Les locaux sont situés dans un immeuble au quartier Sédégbé, dans l'arrondissement de Godomin, commune d'Abomey-Calavi. Parlons à présent diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi-Bakari a reçu en audience ce vendredi la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba près le Bénin. Elle est allée présenter la copie figurée de ses lettres de créance au patron de la diplomatie béninoise. Au cours de l'audience, l'accent a été mis sur le renforcement des liens de coopération bilatérale et de développement des relations économiques et culturelles entre les deux pays. Le point avec Ingrid Day. Sous la houlette du ministre des Affaires étrangères, la diplomatie béninoise continue de se dynamiser et de s'ouvrir à de nouveaux partenariats bénéfiques dans la sous-région et de par le monde. Cette présentation des copies figurées des lettres de créance de la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba près le Bénin au ministre Olusegun Adjadi-Bakari en est une preuve. Cette date symbolique ouvre une nouvelle ère de coopération axée sur l'innovation, la culture et l'économie avec une diplomatie résolument active et tournée vers l'avenir. Denise Amaro Salabarria est née le 29 août 1989 à Cienfuegos, à Cuba. Elle est titulaire d'une licence en relations internationales et d'un diplôme en droit et gestion consulaire obtenu à l'Institut supérieur des relations internationales Raoul Roa Garcia, respectivement en 2013 et 2023, de même qu'un diplôme en commerce extérieur en 2025 du Centre d'études avancées sur le commerce extérieur et l'investissement. Au cours de sa carrière, la diplomate a occupé plusieurs postes dans son pays ainsi qu'à l'extérieur. Avant sa nomination en qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba près le Bénin, elle occupait la fonction de spécialiste pour l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Océanie à la Direction générale des affaires consulaires et des Cubains résidant à l'étranger. Denise Amaro Salabarria est mariée et parle anglais, portugais et français. Le Forum international du cadre de vie est ouvert depuis ce jeudi à Cotonou. C'est un carrefour d'échange entre décideurs, professionnels et acteurs du développement urbain. Ce troisième rendez-vous annuel a permis au gouvernement béninois de réaffirmer sa vision ambitieuse de transformation urbaine durable. Reportage. Face aux défis des changements climatiques comme la pollution, les inondations, la chaleur excessive et autres, le Forum international du cadre de vie FIC 2025, vitrine d'échange et de solutions pour repenser les villes de demain, ouvre ses portes. Ici, le temps est donné pour une nouvelle dynamique autour du développement durable et de la qualité de vie en milieu urbain. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde en mutation rapide. Plus de 56% de la population mondiale vit désormais en zone urbaine et cette proportion atteindra 68% d'ici 2050. Face à ces réalités donc, nous n'avons pas le droit d'être des spectateurs. Nous devons être les architectes lucides et audacieux de notre avenir collectif. Cette rencontre entre décideurs, investisseurs et chercheurs ambitionne de faire du Bénin un modèle de gouvernance urbaine où modernité et respect de l'environnement marchent désormais main dans la main. Il convient de rappeler que l'initiative du Forum international du cadre de vie s'inscrit dans une dynamique stratégique visant à promouvoir la qualité de vie et la durabilité environnementale en parfaite cohérence avec les orientations de la vision Bénin 2060 du programme d'action du gouvernement ainsi que des engagements internationaux du Bénin, notamment l'agenda 2030 des objectifs de développement durable et le nouvel agenda. Le gouvernement du Bénin
guidée par la vision du président Patrice Talon, s'attelle à construire méthodiquement, à travers le département du cadre de vie et des transports, basé sur une démarche fondamentalement orientée développement durable, des solutions concrètes, contextuellement adaptées, durables et surtout résilientes. Des panels autour de diverses thématiques sont également inscrits dans le calendrier de cette 3e édition du Forum international du cadre de vie. Après les différentes allocutions, les officiels ont fait le tour de quelques stands pour découvrir les produits et services exposés à l'occasion. Et pendant ce temps, les bénéficiaires du premier appel à projet du Fonds de développement des arts et de la culture ont reçu leur chèque. C'est plus de 800 millions que le gouvernement investit ainsi pour soutenir et promouvoir les projets artistiques et culturels au Bénin. Au total, 42 projets ont été retenus pour cette première phase et couvrent les arts de la scène, les arts visuels, le cinéma, la littérature, la mode, le design et le patrimoine. Derrière les subventions, il y a aussi un accompagnement rigoureux des porteurs de projets. Nous allons suivre. La culture béninoise fait encore un pas de plus vers son épanouissement. À la suite d'un appel à projet pour le Fonds de développement des arts et de la culture FDAC qui a enregistré 763 candidatures, ils sont 42 artistes et porteurs de projets à bénéficier du soutien du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à travers l'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC. Plus de 800 millions de francs CFA ont été distribués à l'occasion de cette cérémonie de remise de chèques. Ce montant n'est pas une somme de chiffres. Il est une injection vitale dans la création béninoise, un souffle nouveau pour nos artistes et nos entrepreneurs culturels. Ces projets, portés par des acteurs de notre écosystème et de notre diaspora, couvrent un éventail riche de disciplines et représentent l'espoir d'une créativité diversifiée et renouvelée pour le Bénin tout entier. Né des cendres de l'ancien Fonds des arts et de la culture, le FDAC s'inscrit dans les grandes réformes voulues par l'État béninois. Faire de la culture un pilier stratégique du développement économique. La danse, le théâtre, le cinéma, l'art visuel, la littérature ou encore la mode sont les secteurs retenus. Un choix qui reflète toute la richesse du patrimoine créatif national. Aujourd'hui, nous franchissons une étape marquante de cette nouvelle dynamique à travers la remise officielle de chèques aux bénéficiaires du premier appel à projet du FDAC. Et pour les bénéficiaires, ce soutien financier représente bien plus qu'un simple appui. C'est une reconnaissance, un coup d'accélérateur pour donner vie à leurs ambitions artistiques. Ouais, nous remercions l'ADAC, nous remercions le gouvernement qui a pu mettre cette agence-là et ce fonds à disposition des ICC. Et nous pensons que nous allons utiliser ces fonds à bon escient. Écoutez, c'est un mot qui non seulement va à l'endroit de l'ADAC, mais également du ministère de la Culture et du Tourisme, mais également du président de la République qui ont eu l'idée de mettre en place donc, le FDAC. Il y a des vrais critères de sélection qui font qu'aujourd'hui, personne ne peut dire « Ah, je n'ai pas été sélectionné parce qu'on ne m'aime pas, parce que je n'ai pas une belle tête ». Et j'invite beaucoup d'acteurs culturels à se positionner pour les prochains projets. À travers le FDAC, c'est toute une génération d'artistes qui retrouvent espoir. Une initiative qui donne de l'aile à l'industrie culturelle et créative du Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a procédé ce vendredi au lancement du projet d'appui au renforcement de gestion qualité et à la remise des certificats de mise sur le marché. Une action qui marque un tournant important dans la vie des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Chambre consulaire à Cotonou. Le programme d'appui au renforcement de gestion qualité est officiellement lancé à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Un projet qui s'inscrit dans une démarche de formalisation et de certification des micro, petites et moyennes entreprises et qui vient reconnaître les mérites des entrepreneurs ayant satisfait aux exigences légales en vigueur au Bénin. Il permet ici à une vingtaine d'entreprises spécialisées dans les secteurs agroalimentaires, cosmétiques et nutritionnels de procéder ce vendredi 10 octobre 2025
au retrait de leurs autorisations de mise sur le marché et leurs certificats de conformité des produits. Les autorisations et certificats qui vous sont remis aujourd'hui font de vous de véritables ambassadeurs des produits locaux du Bénin. Ces documents officiels vous confèrent le droit et le devoir de mettre sur le marché uniquement des produits dûment autorisés et certifiés. Ce parchemin qu'ils reçoivent ici de la CCI Bénin leur donne officiellement la légitimité de commercialiser leurs produits sur le marché avec des certifications reconnues des institutions qualifiées en la matière dont la BSSA, la BMS et l'ANM, ce qui traduit l'aboutissement d'un parcours laborieux de ces différentes entreprises de la première cohorte de l'unité de programme accès au marché de la Chambre consulaire du Bénin. Ce document que nous recevons est pour chacun de nous une porte ouverte vers de nouvelles opportunités, une grande visibilité et surtout une responsabilité accrue. En nous conduisant dans cette démarche de structuration, de certification, c'est renforcer notre capacité à répondre davantage aux attentes des consommateurs, répondre davantage aux attentes du marché et nous positionner comme une entreprise compétitive tant sur le marché national que sur le marché international. Ces récipiendaires sont conscients des attentes vis-à-vis d'eux, désormais qu'ils sont détenteurs des autorisations de mise sur le marché et de certificats de conformité de produits. Pour continuer dans une démarche de dynamisation des PME à travers la valorisation de l'entrepreneuriat national, ils entendent continuer par produit avec excellence, intégrité et surtout le respect des normes. Je l'ai annoncé en titre, la formation au profit de 23 mécaniciens de la Marine nationale axée sur l'entretien et la réparation des moteurs des vecteurs a connu son épilogue ce vendredi. C'est une session qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de la Marine nationale. La formation a été dispensée sur une période d'1 mois par des experts belges conviés au Bénin pour la circonstance. Elle s'inscrit dans le cadre du projet de développement du secteur portuaire financé par l'Union européenne et mis en place par Enabel. Reportage. 23 agents dont 2 femmes issues des bases navales de Cotonou, Grand Popo, Semen et de la base lagunaire de l'Adi, désormais mieux outillés à l'entretien et la réparation des moteurs des vecteurs. Au cours d'une session essentiellement pratique, issue du partenariat stratégique entre le Bénin et la Belgique, ils ont eu à réparer 5 vecteurs de type Zodiac ou RIB qui sont à nouveau opérationnels pour les missions de surveillance et de patrouille en mer et dans les environs du port. Il est important de vous dire que cette formation est d'une grande valeur et d'une utilité qui nous permettra de participer d'une manière active à la transformation et au rayonnement de la Marine nationale. Nous espérons que les agents formés ont effectivement amélioré leurs compétences sur l'entretien et réparation des moteurs, mais surtout, nous espérons vivement que parmi ces compétences acquises et renforcées se trouve la culture de l'entretien, c'est-à-dire l'ensemble des gestes, des réflexes et des attitudes qui doivent permettre aux agents et à leurs responsables d'assurer une vie prolongée des vecteurs. Pour la réussite des travaux pratiques au cours de la formation, la défense belge a apporté un appui logistique considérable à l'état-major de la Marine nationale avec l'acquisition et l'acheminement de pièces détachées d'une valeur de 20 000 €, ce qui a permis aux participants venus de diverses bases navales du pays d'actualiser leurs connaissances dans de bonnes conditions. Vous êtes appelés à mettre en pratique ce que vous avez appris au service de la Marine nationale. Emportez avec vous ces acquis. Transmettez-les autour de vous et surtout continuez à vous former car comme le dit un adage, l'apprentissage c'est comme ramer à compte courant. Dès qu'on s'arrête, on recule. Travailler toujours proprement et bien récif des moteurs, c'est plus important ici. Je suis sûr que chacun de vous deviendra un bon mécanicien. Les 23 agents formés ont reçu des attestations de fin de formation qui officialisent leur assimilation du cours de mécanicien hors bord avec des défis à relever au lendemain de cette session de renforcement de capacité. Outre cette formation, le partenariat stratégique entre le Bénin et la Belgique prévoit entre autres une mission de préparation de la base navale de Semen pour renforcer les équipements de communication et de surveillance
et des actions complémentaires en matière de sûreté portuaire dans le périmètre du port de Cotonou. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité poursuit ses descentes sur le terrain à l'orée de la campagne cotonnière 2025-2026. Une équipe de l'agence s'est rendue ce jeudi à la Société de développement du coton à Parakou. Objectif, procéder à la vérification des instruments de mesure, notamment les appareils de pesage et les balances utilisées dans la chaîne de traitement du coton. La démarche vise à garantir l'exactitude des mesures et à assurer une campagne cotonnière équitable et transparente pour l'ensemble des acteurs de la filière. Nous allons suivre. Après une première descente à la Société béninoise de transformation de coton de Parakou, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM poursuit sa mission de vérification des instruments de pesage dans d'autres unités industrielles. Objectif, garantir la fiabilité des mesures et s'assurer de la transparence dans les activités économiques. On a fait des pesées avec des masses de référence sur le pont bascule. Nous sommes allés également au niveau des bascules à graines, au niveau des bascules à balles. On a posé des charges bien connues et les résultats sont exacts. Cela veut dire quoi? Les pesées qui seront faites au niveau de ces instruments de mesure, c'est dans une équité totale. Selon le directeur, cette opération vise à s'assurer du bon fonctionnement des appareils de pesage, notamment des balances bascules et autres instruments utilisés dans les transactions commerciales et industrielles. Les producteurs de coton, les industriels, que les opérations de pesée ne vont pas souffrir de quelque chose. Donc les gens peuvent emmener leur coton à l'usine et les balles aussi qui vont sortir de l'usine seront des balles qui feront le poids dédié. Pour cette campagne cotonnière 2025-2026, tous les instruments de mesure qui vont être utilisés sont certifiés à plus de 80% déjà par l'ANM et nous invitons les uns aux autres à approvisionner les usines en coton. Les responsables des unités industrielles visitées ont salué cette initiative qui, selon eux, contribue à renforcer la transparence et la crédibilité de leurs activités. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de montrer quand même à la face du monde que nous sommes prêts. Ce qui s'est fait là, vous avez suivi un peu, les instruments ont été essayés. On a mis à nu les résultats et tout est normal. C'est pour dire que tout ce que nous avons comme instrument de peser dans la maison a été révisé, certifié et l'essai avec des personnes qui ne sont même pas avec nous a été fait. Même si aujourd'hui nous trouvons le premier camion, il sera pesé et égrené. Je vais vraiment remercier l'ANM, un partenaire historique qui va nous rend toujours la tâche facile et nous sommes satisfaits de ce qui se fait depuis des lustres. À travers cette descente, l'ALM réaffirme son engagement à faire du respect des normes et de la qualité une exigence incontournable dans les transactions commerciales au Bénin. Ce sera tout pour le journal, mais le grand format se poursuit. Nous ouvrons donc la deuxième partie de cette émission tout de suite. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. C'est le thème de l'édition 2025 de la Journée internationale des filles, célébrée ce samedi 11 octobre. Un thème qui sonne comme un appel mondial à l'action pour débloquer le potentiel des jeunes filles et briser les barrières qui entravent leur avenir. Au Bénin, cet impératif d'autonomisation est au cœur des politiques initiées par le gouvernement, notamment en matière d'éducation et de protection sociale. Pour discuter justement des enjeux, des progrès et des défis qui persistent sur le terrain, nous recevons Orobri Sagané. Il est expert en éducation spécialisée. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur. Merci pour l'accueil. C'est un plaisir de vous recevoir. Comme vous le savez, vous avez fait un séminaire dans une congrégation religieuse ayant vocation à la protection des enfants et des jeunes en situation difficile avec une pédagogie de 3 ans en animation avec les jeunes, l'écoute des jeunes, leur accompagnement. Vous avez ensuite animé des séances avec des femmes, des jeunes, garçons comme filles bien évidemment. Vous avez aussi approfondi vos connaissances à travers l'éducation spécialisée. Et aujourd'hui, au regard de vos expériences, est-ce que l'égalité des chances pour les filles
est une réalité ou un combat quotidien? Alors, merci déjà pour la question. Cette question est une question déjà très pertinente. L'égalité des chances pour les filles, je dirais qu'au Bénin, elle n'est pas encore une réalité totale. Certes, au Bénin, nous avons un cadre juridique et des politiques qui reconnaissent et qui protègent les droits des enfants et des filles. Mais force est de constater que sur le terrain, beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Ici. Ouais. Une journée internationale dédiée aux filles. Quelle est l'importance de cette journée et comment le thème mondial de cette journée résonne-t-il surtout avec les défis spécifiques des filles au Bénin? Une fois encore, merci pour cette question aussi pertinente qu'elle soit. Je dirais tout court que la journée internationale des filles est un moment pour nous rappeler et pour rappeler que les filles ont droit à l'éducation, à la santé, à l'égalité et à l'autonomie. Alors, je vais continuer en disant ceci. Ce thème intitulé « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Ce thème insiste sur l'universalité de ces droits. D'accord. Alors, ce thème 2025 au Bénin, si je peux le dire ainsi, malgré ce thème 2025 au Bénin, je veux le dire, malgré les politiques nationales, la disposition prise par le gouvernement, la disposition prise par le gouvernement laisse encore des filles vulnérables exclues des écoles et exclues de la société. On sait que le Bénin a lancé quand même le programme d'accélération de l'éducation et du bien-être des filles. Concrètement, comment ce programme transforme-t-il la vie des filles au-delà des indicateurs de scolarisation, notamment dans les zones rurales? Voilà. Merci encore pour cette question. Au-delà de ce que vous venez de dire, je dirais que l'éducation et le programme d'accélération nationale est plus au-delà vient renforcer encore les statistiques de scolarisation en agissant sur 4 points dont je vais vous parler. D'accord. Et je commencerai par vous parler en première position du raccrochage et de l'inclusion. Ce programme qui est là permet un appui aux filles et aux enfants hors du système scolaire à travers les cours de rattrapage, je peux dire les classes de rattrapage et l'alphabétisation. Le second point, je parlerai en deuxième position de la rétention scolaire. Ce programme est mis en place pour pouvoir maintenir les filles en situation de vulnérabilité à l'école à travers les cantines scolaires, les kits scolaires et même les bourses ciblées. En troisième position, je parlerai de la santé et de la compétence de vie. Et ce troisième point, ce système qui est mis en place là, permet tout simplement de pouvoir renforcer les services de santé et des services de santé sexuelle et de reproduction. Je peux parler de reproductive, quoi. D'accord. Et là, ce même secteur permet aussi de pouvoir garder et de pouvoir permettre, à travers l'éducation de compétences de vie, de pouvoir permettre aux filles de prévenir la grossesse précoce. Bon, le dernier point... Le quatrième, oui. Oui, le quatrième point qui est le dernier, je parlerai de la suivi et de l'accompagnement. La suivi et de l'accompagnement. Il faut une suivi et une ligne d'écoute pour pouvoir rester
et ne pas aller en dérive. Oui, on sait que vous avez parlé tout à l'heure de l'arsenal juridique qui est mis en place par le gouvernement. On sait que malgré les avancées législatives, des défis comme les mariages d'enfants, les violences basées sur le genre, persistent toujours. Selon vous, quelle est la clé pour changer les mentalités au niveau des communautés et garantir l'efficacité de ces lois et protéger les personnes les plus vulnérables, notamment ces filles? Voilà, pour changer la mentalité et garantir l'efficacité des lois mises en place, et la clé qu'il faut, elle se tient pour moi sur 3 axes. Lesquels déjà? Et le premier axe, il s'agit du renforcement de l'application renforcée des lois et de la justice. Le second point se tient sur la prévention communautaire. Et le troisième point, qui est le dernier, se trouve sur la transition école-emploi. Ouais. En quoi consiste chacun de ces 3 points? Voilà. Et pour plus aller en détail, je vous dirais que la première clé, qui est le premier axe, c'est, comme je viens de le dire, c'est déjà, comme je viens de le dire, je veux parler de la prévention, de l'application de la loi. Voilà ce que j'avais dit. Cette loi, il faut que, à ce niveau, que la police et les magistrats, les acteurs locaux puissent connaître et appliquer au quotidien les tests écrits. D'accord. Voilà. Et ils doivent respecter, à la lettre, si je parle des tests écrits, je veux parler de code de l'enfant, je veux parler aussi des lois anti-violence et puis des dispositions spécifiques et contre les infractions commises en raison du sexe. C'est ça. Voilà. Et j'ajoute à ce point que sans justice accessible, la loi reste lettre morte. Bon, le second point, j'avais parlé de la prévention communautaire. Oui. Ici, il faut travailler avec les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, je veux parler aussi des chefs religieux. Je veux parler des communautés, oui. les leaders religieux et aussi les parents et enseignants. Travailler avec eux pour pouvoir déconstruire les normes qui favorisent les pratiques persistantes comme le mariage forcé et la violence. Voilà, le dernier point dont j'avais parlé tout à l'heure, c'était, et comme je l'avais dit, la transition école-emploi. Cette clé va permettre de renforcer et de faire une formation professionnelle pour pouvoir permettre aux jeunes et filles de pouvoir avoir des opportunités d'entrepreneuriat et avoir une opportunité économique réelle. Voilà. Pour ne plus être dépendante, je vois. Et c'est bien ça. Voilà. On sait que l'autonomisation, puisque là, c'est le dernier point que vous avez abordé, l'autonomisation économique est cruciale au-delà de l'accès à l'école, comment aider les adolescentes et les jeunes filles de façon à saisir des opportunités concrètes, c'est-à-dire pour qu'elles puissent beaucoup plus être actrices de leur avenir. Bien, à ce point, ça c'est l'éducation. L'éducation doit donner naissance. Pour que l'éducation puisse donner naissance à l'autonomisation, il faut juste que nous puissions avoir, comme je l'ai dit dans la question précédente, une transition entre école-emploi. Bon, j'aimerais aussi ajouter aussi la formation en compétences numériques et entrepreneuriales. C'est important. Oui, c'est important parce que cette formation va contribuer à pouvoir donner une petite base en comptabilité de base, en leadership, en marketing. Et j'aimerais bien ajouter aussi, il faut que les filles aient des accès au financement adapté. Je veux parler ici des finances micro-activités, de la gestion des micro-activités, pardon. Et je veux aussi parler des fonds d'amorçage
pour les jeunes filles en situation difficile. Voilà. Dites-nous, aujourd'hui, on sait que vous avez travaillé beaucoup plus avec les enfants en situation difficile, l'écoute, l'entretien, l'accompagnement. Quel message percutant souhaiteriez-vous aujourd'hui adresser directement aux jeunes filles et aux adolescents béninois, garçons comme filles d'ailleurs, pour qu'ils s'engagent en faveur de l'égalité et des droits des filles chaque jour, et non pas seulement le 11 octobre, comme on a l'habitude de le voir? Alors, à cette question, je répondrai tout simplement aux filles, surtout aux filles, aux jeunes filles, je dirais beaucoup de courage, je leur demandais, étudiez, soyez curieuses, demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Et j'aimerais ajouter cette petite phrase à la fin que vos rêves, vous les jeunes filles, sont plus importantes et valent mieux, encore beaucoup plus que la pression sociale ou les pressions sociales. Aux garçons, j'aimerais dire ceci aussi, et soyez des alliés. Défendre l'égalité, c'est défendre un avenir meilleur pour tous. Alors je demanderai aux jeunes garçons de refuser la violence et de soutenir leurs camarades filles à l'école comme à la maison. Et à tous, j'aimerais vous dire de défendre l'égalité. Parce que une petite action faite aujourd'hui peut changer une vie. Une petite action faite aujourd'hui peut changer toute une vie. C'est par cette phrase que nous allons refermer cet entretien. Merci à vous, Oro Brice Agané. Merci d'être passé sur cette émission. C'était un plaisir de vous avoir. Bon dimanche à vous. Beaucoup. Restez avec nous pour la suite. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons à présent suivre la revue de presse hebdomadaire de Assemokani à Sionbo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour, c'est la revue de presse hebdomadaire. Dans sa parution de jeudi, Fraternité s'est intéressée aux sorties de talons sur les chantiers pour parler de la fierté du devoir accompli. Le journal pointait qu'il a fait le job. Les Béninois sont tous convaincus de son départ, mais cela ne l'empêche pas de poursuivre sa vision pour le pays. Le mercredi 8 octobre 2025, Patrice Talon s'est rendu sur 2 différents sites afin de s'enquérir de l'évolution des travaux. Il s'agit des projets de la route des pêches et du site du Ouida Golf Club, dont la concrétisation contribuera, selon la vision du chef de l'État, au rayonnement touristique et économique du pays. Le journal de faire observer qu'à quelques mois de la fin de son mandat, Patrice Talon est plus que jamais déterminé à conduire à terme les projets initiés ces dernières années et non encore finalisés. Et puis l'actualité qui a abreuvé la semaine se révèle être l'investiture du duo de la majorité au pouvoir pour la présidentielle de 2026. Romuald Wadani, Mariam Tchabitalata, une cérémonie tenue à Parakou, dans le nord du pays, à en croire la nation, pleine à craquer, le stade Omnisport vibrait sous une marée humaine venue vivre un moment que beaucoup décrivent comme historique, l'investiture du duo candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026. Parakou, la cité des Kobourou, n'a pas connu de répit le samedi 4 octobre 2025, jour de l'investiture du duo de la mouvance. La ville s'est réveillée au son des fanfares, des tam-tams et klaxons des bus, camions et motos venus de toutes les régions du pays, avec des militants munis des banderoles et drapeaux aux couleurs des 4 partis de la mouvance présidentielle. Le challenge renchérissait que c'est officiel. Romuald Wadani et Tchabi Yerimatalata sont officiellement investis comme le duo candidat de la majorité présidentielle. Cette cérémonie, qui s'est déroulée le samedi 4 octobre 2026 à Parakou, a été marquée
par la forte mobilisation des militants et formations politiques soutenant les actions du gouvernement de Patrice Talon. Sous le titre « Il est prêt », Bénin Intelligent affichait la photo du duo sur toute la une avec Romuald Wadayi qui salue la foule venue lui exprimer son soutien. Fraternité a rapporté les interventions des 4 grandes formations qui ont porté leur soutien au candidat Wadayi, à commencer par celle de Jacques Ayadji, président de Moël Bénin, qui déclarait que le président dont le Bénin a besoin ne doit pas être l'homme d'un parti, mais une personnalité équidistante de tous les partis politiques. Avant d'ajouter, Romuald Wadayi répond à ce profil. Il incarne le consensus, la compétence et la continuité dans la stabilité. Quant à la présidente de la Renaissance nationale, Claudine Prudencio, écrivait Fraternité, en insistant sur la continuité et la rigueur, elle a célébré la fidélité à l'essentiel du ministre d'État. Romuald Wadayi n'est pas une promesse en attente. Il est une preuve vivante, preuve que la compétence et l'intégrité ne sont pas contradictoires. Poursuivant sur cette dynamique, le journal citait le chef du bloc républicain Abdoulaye Biotchane, pour lequel c'est un profil de rigueur, de loyauté et de compétence qui incarne la continuité et la stabilité dont le Bénin a besoin à l'aube de 2026. Il saura moderniser davantage nos infrastructures, consolider l'éducation, la santé et la protection sociale et bâtir un mieux-être partagé pour chaque Béninois et chaque Béninoise. Et puis le président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou, qui disait que Wadayi est l'homme qui comprend les réformes, les asservit et saura les prolonger avec exigence et humilité. Ce choix est celui d'un Bénin debout, fier de ses acquis, déterminé à franchir de nouveaux seuils dans sa marche vers le développement. Du côté du parti d'opposition, les démocrates, le leader du jour décrivait une atmosphère tendue quand il écrivait que le dépôt de 34 dossiers de candidature pour le duo du parti Les démocrates à la présidentielle de 2026 suscite de vifs débats. Si certains y voient une preuve éclatante de vitalité démocratique, d'autres y lisent les signes d'un malaise profond au sein de cette formation politique d'opposition. Entre ambition légitime, calcul politique et impératif de cohésion, Boniaï se retrouve face à un dilemme stratégique majeur et le leader du jour de dénombrer 34 prétendants pour un seul ticket présidentiel. Et l'autre situation, c'est la question du parrainage abordée par Bénin Intelligent qui informait que 5 juristes attaquent la Sénat devant la Cour constitutionnelle. Selon eux, le législateur béninois n'a jamais prévu une possibilité d'autoparrainage. Pour le Soleil Bénin Info, les membres de la Cour constitutionnelle ont tenu le jeudi 9 octobre 2025 une audience plénière spéciale pour se pencher entre autres sur le recours de Madame Miguel Hueto et messieurs Landry Angelo Adelakun, Romaric Zissou, Fréjus Atindoglo et Konaïd Akoudenoudje. Les requérants exposent dans leur recours qu'au cours d'une séance de travail entre la Sénat et les députés sur la question du parrainage des candidats à l'élection présidentielle, le directeur général des élections a laissé entendre que si l'on peut voter pour soi, l'on peut s'auto-parrainer. Cette demande formulée en l'absence de tout contentieux tend à obtenir la position de la Cour sur les préoccupations sus-indiquées. À la délibération, la Cour déclare le recours irrecevable. Pour le billetiste de Fraternité, les 5 valeureux soldats du droit qui ont engagé une bataille juridique contre l'autoparrainage devant la Cour constitutionnelle n'ont peut-être pas réussi à ôter tous les doutes, mais il est désormais prouvé qu'il y avait matière à s'interroger et à débattre du sujet. D'aucuns semblaient botter en touche, comme si le sujet n'avait aucune incidence sur l'étude des candidatures. Trêve de supputation, ce recours, même rejeté, aura sans doute conforté le sort de quelques parrains en sursis, candidats à l'investiture de leur parti pour l'élection présidentielle. Leurs dossiers qui semblaient coincés dans la cheminée seront peut-être repris, dépoussiérés et remis en compétition. Vivement
la fumée blanche, avec ou sans nuance, c'est sans importance, concluait-il. Fin de la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Il est déjà confortablement installé notre invité média. Bonsoir Aziz Adam Soulé, vous êtes journaliste indépendant, correspondant de la West Africa Démocratie Radio au Bénin. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Bonsoir à vous Ulrich, bonsoir à tous ces chaleureux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Écoutez, le plaisir est partagé et ce serait toujours avec plaisir également que nous allons répondre à votre invitation chaque fois que de besoin. 3 sujets comme d'habitude pour décrypter l'actualité nationale. D'abord, nous parlerons de cette recrudescence des visites de Patrice Talon sur quelques chantiers à Cotonou et à Ouidah. Selon vous, quel est l'objectif principal de la recrudescence des visites présidentielles sur les chantiers ces dernières semaines, alors que nous savons que le président de la République ne nous a jamais habitués à ces descentes répétées sur le terrain? Oui, c'est vrai que dès le début de son magistère, vous l'avez bien dit, ne nous avait pas encore habitués à ce rythme-là. Mais je pense que c'est de bon ton qu'il descende justement sur ces différents chantiers-là, qu'il a initiés justement avec ses collaborateurs. Je veux parler de ses lieutenants, ses ministres-là. On a pu voir également mercredi dernier le ministre justement du cadre de vie, je veux parler de José Didier Tonato, qui était également à ses côtés pour ces quelques chantiers-là, d'abord dans la ville de Cotonou et ensuite Ouidah Golf de l'autre côté de justement Ouidah. Je disais tantôt donc que c'est de bon ton que le chef de l'État puisse voir un peu ces chantiers-là qui ont été initiés. Pourquoi maintenant? Oui, avant de revenir. Il a toujours été un chantier. Avant de revenir sur le pourquoi maintenant. Il y a une première phase d'asphaltage, une deuxième phase d'asphaltage. Oui. On ne voyait pas souvent le président de la République. On ne voyait souvent pas le président de la République, mais vous l'avez aussi entendu dire qu'à un certain moment, quand c'est la descente, il faut relâcher un peu et laisser un certain nombre de choses se faire. On peut peut-être estimer qu'en son temps, il n'avait pas aussi autant de charges ou il n'avait pas autant de pression que maintenant que c'est la descente. Il estime que, bon, voilà, dans les tout prochains mois, si on peut le dire ainsi, je ne suis peut-être pas dans le secret des dieux, mais j'estime que c'est dans cet ordre d'idée-là qu'il a pris son bâton de pèlerin pour aller voir également, toucher du doigt également la réalité. Parce que on a été habitué dans un passé très récent, voyez-vous par exemple, je voudrais même d'abord faire remarquer qu'avant ces quelques chantiers visités, on a pu voir également le chef de l'État de l'autre côté de Porte-Novo où il est allé visiter le nouveau siège de l'Assemblée nationale qui est pratiquement fin prêt. Et donc, je pense que c'est sans doute dans cet ordre d'idée qu'il a mené cette démarche-là. Il est allé également visiter l'arène de Niki de l'autre côté de la cité impériale. Et donc, je pense que ces chantiers-là initiés, et au risque de me répéter, c'est de bon temps qu'il touche la réalité du doigt. Et également, il a pu faire des suggestions, comme on a pu le voir à travers en tout cas une vidéo qui a circulé. On a pu voir également quelques propositions et le retour justement de ces chefs chantiers-là. Et aussi, on va dire, ces assurances qu'on lui a données, mais quand on sait que le chef de l'État, il est dans une finesse à une autre pareille, on peut quand même lui donner la caution de ce qu'il est allé pour réellement constater. Parce que c'est quelques failles, qu'on le veuille ou pas, c'est l'État qui va en répondre, oui, c'est les structures également qui vont en répondre, mais cela relève également de la responsabilité. Donc je vois pour me résumer, cette approche-là du chef de l'État dans une approche participative, mais une approche de constat également et une approche également d'exemple pour peut-être le prochain président. Oui. Est-ce que cette visite révèle selon vous des problèmes ou des retards majeurs nécessitant une intervention directe? Pas forcément des retards majeurs, mais plutôt, moi je pense là comme une forme peut-être
d'appel à ces différents chefs-là, disons, de chantier, ces structures-là qui ont en charge justement ces différents projets-là. Parce que si entre-temps, ils étaient à un taux d'exécution qui n'était pas assez encourageant, c'est l'occasion pour eux de retrousser les manches. Parce que, voyez-vous, le premier homme du pays qui prend son bâton de pèlerin, qui brave même à la limite la pluie, parce qu'on l'a vu sous une pluie battante qui a effectué le déplacement. C'est un signal fort à mon sens, c'est un signal fort dans la mesure où il va pour donner le bon exemple et pour le prouver. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est des visites inopinées. Rien ne présageait de ce que, ils allaient s'attendre à la visite du chef de l'État. Et donc, quelque part aussi, ça participe à la veille, histoire de permettre également à ces différents chefs chantiers, à ces différentes structures-là, d'avoir une idée précise sur ce qui se fait, parce que entre les promesses ou entre les chiffres, entre les données, il faut parfois aussi aller au contact justement de la réalité. Je pense que c'est ce que le chef de l'État a bien pensé, sans doute, en effectuant le déplacement. Et qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement comme impact sur l'achèvement et la qualité de ces travaux suite à cette implication visible du chef de l'État? Non, je pense que l'impact sera perceptible dans les tout prochains jours. Ce sera perceptible dans les tout prochains jours, dans la mesure où, quand le chef de l'État disait tout à l'heure, prend son bâton de pèlerin et brave la pluie, par exemple, pour aller constater le niveau d'avancement de ces différents chantiers-là, cela voudrait vous dire que il faut désormais que si vous avez prévu livrer le chantier, en tout cas selon le délai d'exécution, il faut que vous vous mettiez encore davantage dans le travail pour que vous ne soyez pas soit devant le fait accompli et que vous ne soyez aussi pas surpris par quelques désagréments. Vous voyez, on a pu voir également quelques retouches qui ont été conseillées, mais je crois que c'est, qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir saluer dans la mesure où, pour le prochain, je l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, le prochain chef de l'État qui vient, il n'est peut-être pas obligé de copier le modèle peut-être talent, mais ça lui permet aussi d'avoir une idée sur l'acquis, et dans la perspective, il pourra voir également quelle est la stratégie qu'il faut pouvoir adopter. Donc, je pense que pour répondre en un mot à votre préoccupation, ça va permettre de respecter le délai et également de ne pas être surpris par le temps, surtout. Nous allons à présent parler de la journée nationale d'inclusion financière. Le gouvernement réaffirme sa volonté d'élargir l'accès aux services financiers. Au-delà de la réaffirmation, quelles nouvelles mesures concrètes peuvent être mises en place pour accélérer cette inclusion financière? Oui, avant de revenir sur cet aspect-là que vous évoquiez, je voudrais quand même faire remarquer, je crois bien, on se souvient encore que le taux d'accès aux services financiers en 2024, l'UEMOA a reconnu justement ce taux d'accès-là à 90% en termes d'inclusion financière. Et donc, c'est un motif de satisfaction pour l'UEMOA, un motif sans doute également de satisfaction pour les autorités béninoises qui font du mieux qu'ils peuvent pour, on va dire, en tout cas, booster autrement l'économie béninoise, parlant justement de ce que ça va apporter. C'est forcément encore... Bon, j'ai pu entendre également le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, je veux nommer M. Abdoulaye Biotchane, qui au-delà même de ces mérites-là, au-delà des actions à fort impact qui ont été déjà, ou des chantiers qui ont été déjà, disons, faits sur ce domaine-là, a reconnu que en termes, disons, sur, on va dire, dans certaines régions du Bénin, justement, cet impact-là n'est pas encore perceptible. Et il a reconnu le mérite, en tout cas, de ce qui se fait, que le gouvernement s'engage davantage à impacter plus le quotidien de ces populations-là. Et donc, je voudrais me baser sur ce qu'a dit le ministre de tutelle, pour le paraphraser, disais-je, donc, pour dire sans doute que c'est dans la droite ligne. On pourra peut-être, parce que vous direz que le panier de la ménagère est en souffrance et tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. On a le microcrédit à la fière plus pauvre, la cagnotte a été améliorée. On a également le projet Gbesoke qui a pris corps depuis quelques jours, et ce sont des initiatives du gouvernement qui ont un impact positif. J'ai pu suivre par exemple sur vos antennes
le constat dans quelques, disons, ménages sur reportage-là, où on a pu voir justement cette subvention-là, on va le dire ainsi, à hauteur, je crois bien, de 10 000 francs CFA, où c'est quelques ménages, disons surtout de ces femmes ménagères, qui ont accueilli justement ce financement-là à cœur joie. Tout ça, ça participe justement à l'essor. Il y a également ce système-là de mobile money qu'il ne faut pas occulter. Il y a également aussi, au-delà même de ce système-là de mobile money, on va dire les structures bancaires qui participent aussi. Donc, tout ceci, l'un mis dans l'autre, à mon humble avis, participe aussi à, on va dire, à l'enrichissement, à l'essor de choses, de l'inclusion financière qui nous permet en tout cas de maintenir le cap. Vous voyez, quand l'UEMOA participe ou arrive à, disons, hisser le Bénin à ce pourcentage-là, je revenais sur tout à l'heure, 90% l'année dernière, en 2024, à côté. Le gouvernement promet encore de faire davantage pour maintenir le cap. Donc, espérons dans les tout prochains jours, on n'en doute point parce que les bases sont déjà là, les actions se mènent pour que véritablement le quotidien du Béninois soit impacté. J'ai toujours l'habitude de dire que le social dont nous parlons ici, ce n'est pas que de distribuer de l'argent facile, mais c'est à travers ces différentes actions-là. On a pu voir également, parlant de ce social, même si ce n'est pas votre thème, je fais un petit clin d'œil là, dans le secteur sanitaire, cette dernière sortie du ministre justement Benjamin Hongpati qui ont apporté un certain nombre également de réformes dans le secteur sanitaire. Tout ceci mis l'un dans l'autre, je pense à mon humble avis que cela participe également au bien-être des populations et ce bien-être-là devait être perceptible justement à travers, disons, les assises. Oui, vous parlez du bien-être des populations. Quels sont ces segments de la population que cette nouvelle stratégie cible prioritairement? Bon, ces nouvelles stratégies, au risque d'être peut-être le professionnel en la matière, mais pour en tout cas ces quelques actualités concernant donc ces journées nationales-là que nous avons parcourues, on a pu constater par exemple que ça aura un fort impact, pour ne pas me répéter tout à l'heure, sur le quotidien et justement de ces populations. Maintenant, quant à la stratégie, nous attendons encore de voir dans les tout prochains jours quelle est justement, en collaboration sans doute avec ces différentes structures de microfinance, quelle est la formule qui sera trouvée pour que, oui, véritablement, si vous répondez à un certain nombre de critères, vous puissiez, disons, sélectionner. De toute façon, ça reste des interrogations, mais je ne doute point que déjà, une fois que la machine est lancée, une journée, justement, des inclusions financières, c'est également des séances de réflexion, c'est également des perspectives. Ce sont disons, des prospections également. Oui. Et on attend quand même de voir ce que ça pourrait apporter. Et le constat, il est là. On pourrait dire dans les tout prochains jours qu'on pourra constater que d'autres initiatives, en tout cas allant dans ce sens-là, pourraient être prises pour que véritablement, bon, qu'il y ait moins de plaintes et de complaintes et que véritablement aussi le citoyen lambda n'attend pas qu'on passe de ménage en ménage pour lui apporter, disons, le petit bout de pain, mais à côté, disons, des activités génératrices de revenus qui se mènent devant peut-être sa maison ou peut-être dans un coin de rue, que, disons, on puisse remarquer justement un certain soulagement. Voilà. Nous ne pouvons pas boucler cette séance de décryptage sans parler bien évidemment du nouveau report de l'annonce du duo candidat du parti Les Démocrates à la présidentielle de 2026. Est-ce que vous avez remarqué l'accouchement semble difficile, non? Je dois d'abord dire, Ulrich, toute ma déception. Pourquoi déception? Ils sont toujours dans les délais légaux? Oui, mais bon, je me suis demandé à un certain moment à quoi beau, disons, mettre du lait sur les lèvres, disons, de tous ceux-là qui attendaient. Ça peut aussi être avec stratégique, je crois. Une stratégie politique, peut-être on peut le leur concéder, mais vous voyez à l'étape actuelle, je me demande par exemple qui a obligé le service de communication à nous dire par exemple que c'était pour samedi. Samedi on nous a dit que c'est pour dimanche. Aujourd'hui dimanche, c'est vrai qu'il peut avoir, disons, des urgences, sinon des situations de dernière minute. Mais vous l'avez dit, est-ce que, peut-être je m'interroge, ce sont des interrogations, est-ce que ce n'est peut-être pas là le signe d'une impréparation ou d'une improvisation? Je l'ai dit sur notre plateau, on a comme impression que bon voilà, on est à quelques jours des grandes échéances et c'est maintenant en fait que ça travaille, c'est maintenant qu'on réfléchit à qui, ou peut-être bon, comme le dit quelqu'un en vernaculaire, on fait du tennis teta pour, c'est pas du hadji en fait, il faut prendre le temps pour le préparer, c'est pas un jeu de hasard. Et vous voyez, on nous a dit que le samedi, et tous les Béninois, je parie,
même si vous n'êtes pas militant, les Béninois ont retenu leur souffle. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Dimanche aussi aujourd'hui, c'est reporté. Non, je pense que la saignée, il faut arrêter la saignée et délivrer tout un peuple. En tout cas, tout un peuple qui appartient ou qui est acquis à la cause de ces démocrates-là. Parce que moi, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux un certain nombre de, disons, de mécontentements de ces internautes-là ou de ceux-là qui sont pro-démocrates qui disent, bon, finalement, si ils n'ont pas peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, s'ils n'ont peut-être pas de candidat à proposer, il vaut mieux, disons, comment le dirait l'autre, se mettre dans les rangs et qu'ils s'accordent sur un autre candidat. Bon, ça, c'est juste pour rigoler. Oui. Donc, honnêtement, j'espère que demain également, on ne va pas nous dire, parce que l'échéance, c'est pour mardi, on ne va pas nous dire que c'est le jour, peut-être à 0 heure, que nous allons découvrir le candidat, disons, le duo candidat de... Tout est possible, mais dans le meilleur des mondes. Je veux bien espérer que demain, le peuple sera situé pour véritablement que la machine soit lancée. Vous avez parlé de stratégie politique, mais je pense que quand vous êtes dans l'attente ou quand vous retardez les choses jusqu'à un degré donné, vous n'êtes plus crédibilisé, ça ne fait peut-être pas sérieux. Peut-être que nous racontons n'importe quoi sur ce plateau, que diront peut-être certains, mais c'est mon analyse et ça reste mon analyse, je l'assume, mais toujours est-il qu'on a pu voir ce vide-là, voyez-vous. Oui, malheureusement, je le dis souvent, on veut bien avoir des arguments pour défendre justement la cause du parti de l'opposition. Mais quand vous voyez la succession des faits, vous vous dites, finalement, est-ce que vous ne donnez pas raison à vos amis d'en face de continuer par se moquer de vous embêter entre griffes? Parce que, voyez-vous, je reviens sur cette date-là, il y a de report en report, ça commence par irriter certains sympathisants. Oui, en tant qu'analyste politique, quelles sont selon vous les vraies raisons qui peuvent justifier ce nouveau report? Ce nouveau report, je le disais tantôt, c'est de l'impréparation. L'impréparation où peut-être on a pu anticiper, ou c'est le manque d'anticipation justement, parce qu'il peut y avoir des éventualités, mais cela ne devrait pas laisser transparaître justement ces situations-là de dernière minute qui feront que la date, on va le dire comme ça, de l'annonce de ce duo candidat-là, parce que une chose est claire, je le dis, Ulrich, ces candidats-là, ils sont bien connus et ce qui est sûr, à moins que je me trompe, on ne va pas nous apporter des candidats que nous n'avions jamais vus. Ce sont des politiques que nous avons vus qui ont peut-être inscrit leur histoire dans l'arène politique au Bénin. Donc, pourquoi ça traîne? Sortons-nous-les pour que nous puissions les jauger à l'aune, en tout cas, de leurs compétences et qu'on puisse voir face à ce duo candidat-là de la mouvance, pour qu'on puisse peser les pour et les contre, les forces et les faiblesses, pour que nous également, nous ayons de la matière sur certains plateaux. De votre matière, c'est vrai que vous parlez de préparation, mais est-ce que ce report ne pourrait également pas être le signe de désaccord interne ou d'un manque de consensus sur les candidatures au sein de la direction? Oui, des désaccords, et je pense que c'est là il faut peut-être faire appel également, je n'en doute point d'ailleurs, à leur leader charismatique. Des désaccords, il y en a, et on sait, on a pu, en tout cas, de notre regard, en tout cas, d'analyse et de ces quelques informations que nous avons pu glaner ça et là, des dissensions, il y en aura toujours, parce que on ne peut pas faire l'unanimité dans le choix, disons, d'un duo candidat, mais l'autre chose aussi, on ne peut pas faire... Qui vous a dit qu'il n'y a peut-être pas des frustrations du côté de la mouvance présidentielle? Il y en a, mais ils ont réussi à accorder leur violon pour, en tout cas, dégager ce duo de candidats. Et donc, je pense que c'est là, il faut faire peut-être appel, disais-je, on va dire, à la sagesse, sinon à l'esprit de cohésion, justement, du président du principal parti de l'opposition, les démocrates, M. Thomas Boni Yayi, pour ensemble écouter, en tout cas, toutes les voix dissonantes, toutes les voix discordantes, pour que demain, finalement, on puisse nous proposer ce ticket-là. Et que, bon, voilà, véritablement, tout se mette en marche et pour qu'on passe à une autre étape. C'est vrai que ils diront peut-être qu'ils sont toujours dans le délai, parce que je pense qu'à la Sénat, ils sont toujours dans le délai, c'est mardi, et que rien ne les empêche. Mais quand vous avez, je continue de le dire souvent, quand vous avez un rouleau compresseur en face, quand vous avez une candidature déjà annoncée, comme celle-ci, si vous dormez sous vos lauriers, vous risquez en tout cas de vous faire rattraper, en tout cas dans le sommeil. Ce ne serait pas agréable. Rien ne presse, disait, vous l'avez dit. Parce que le délai est connu. Mais pourquoi il
faut attendre forcément la veille. Je l'ai dit. Mais rien ne les empêche de l'affirmer, de montrer à la voyez-vous, rien ne les a empêchés, par exemple, de nous dire que déjà depuis vendredi, que samedi, il y aura, même si ça a été annoncé à grande pompe, mais finalement, j'aurais été à la place, justement, à leur place on aurait pu attendre. Et peut-être surprendre également, comme la mouvance l'a fait. Vous voyez, pour un dimanche matin, on voit justement un peu partout que, bon, voilà, le duo, c'est Roméa Douada qui a été choisi pour, justement... donc, je pense que pour me résumer, il faut, à l'avenir, loin d'être, disons, de donneur de leçons sur ce plateau, je pense qu'il faut revoir un peu la stratégie de la communication pour éviter véritablement, parce que quand vous dites demain, après-demain, le surlendemain, quand c'est comme ça, ça commence par créer un certain doute dans la tête, disons, de ceux-là qui sont acquis avant. Ça vous donne un peu l'effet des examens du bac il y a quelques années? Justement, vous le dites si bien, parce qu'on vous dit que les résultats, bon voilà, nous sommes dans la correction des copies, on vous dit, bon, soyez prêts. On vous annonce que les résultats sont pour la matinée, vous êtes peut-être dans votre différents centres. Bon, aujourd'hui, avec l'éducation a changé de truc là, mais en son temps, vous l'avez si bien dit, vous êtes là du matin au soir. Je ne voudrais pas sortir ce mot en réalité, Ulrich. Les militants pro-démocrates sont dans l'angoisse. Que l'accouchement ait lieu, que finalement, bon, qu'on puisse savoir ce dont les personnes concernées. Là, nous parlons du Parti Les Démocrates, mais il y a un autre parti de l'opposition qui devrait aussi investir son duo candidat hier samedi, qui a aussi reporté la cérémonie. Je veux parler de la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Ici, au moins, Paul Hunkma est déjà annoncé comme candidat à la présidentielle. Est-ce que c'est le consensus autour de son colistier qui pose problème ou un problème d'impréparation aussi? Bon, selon vous, eux, au moins, ils n'ont pas eu, disons, ils n'ont pas peut-être commis cette erreur-là, je peux le dire ainsi, je l'assume, ils n'ont pas peut-être commis cette erreur-là en nous disant qu'ils vont... Bon, c'est vrai qu'ils l'ont annoncé pour... Ils avaient annoncé l'investiture pour le 11, ça a été reporté, mais ils n'ont pas annoncé également une autre date. Ils n'ont pas encore annoncé jusque-là une autre date. Eux-mêmes restent également dans le délai. Et donc, je pense que pour le cas spécifique de la Force Corée pour un Bénin émergent, ils sont sans doute également dans les tractations. On connaît déjà le ticket, en tout cas, qui fera front. Bon, je m'interroge également, je ne doute point, disons, de l'ancrage de la Force Corée pour un Bénin émergent, parce qu'en politique, forcément, 1 + 1, ça donne une autre équation que je ne veux pas citer sur ce plateau, mais toujours est-il que pour FCBE, je veux bien croire que le choix ne sera pas ou ne sera pas un choix, disons, qui tiendra compte, disons, d'une seule région. Je voudrais, à l'instar justement du duo candidat de la mouvance, qu'on puisse tenir compte de l'équilibre régional. Un appel également que je lance à l'endroit justement de leur second parti, en tout cas, je crois bien que la Force Corée, jusque-là, ne nous a pas dit elle nous a dit plutôt qu'elle est toujours membre de l'opposition. Et donc, que le Parti Les Démocrates aussi, sans doute que c'est tout ce qui fait que jusque-là, nous ne voyons pas la fumée blanche sortie. Je veux bien espérer que le ticket qu'on va nous présenter tienne compte justement de l'équilibre régional, tienne compte en tout cas d'un certain nombre de compétences et qu'il n'y ait surtout pas, disons, beaucoup à dire, parce que si c'est un ticket qui est présenté, qui laisse, on va dire, tout le monde dans une certaine... on se pose des questions sur, disons, le choix qui est fait. Bon, de toute façon, je suis confiant de ce que les Béninois, ils ont cette facilité-là à prendre leurs responsabilités dans les urnes. Et pour finir, c'est une élection qui va se dérouler, ma foi, on sait que le peuple béninois est assez mature, qui va se dérouler, disons, dans la paix et dans la cohésion sociale, quoi. Voilà. De toute façon, les deux partis de l'opposition ont encore quelques jours ou quelques heures pour rendre officielle leur liste à la Sénat. Merci à vous, Aziz Adam Soulé. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause publicitaire pour faire un clin d'œil à nos partenaires. Le temps d'installer celle qui va embraser le plateau du grand format par sa beauté et sa voix. On se retrouve dans un instant. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là et tout commence. Parce que croire
c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact +229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi. Avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Vous voulez vous réabonner par Mobile Money? C'est simple. Allez dans le menu Canal+ de votre opérateur et sélectionnez Changer d'offre. Choisissez bien la formule Évasion pour en profiter au tarif de 7 000 francs au lieu de 10 000. Et voilà, vous êtes réabonné. Profitez de 30 jours d'expérience augmentée à la formule Évasion. Offre également disponible pour tout réabonnement en point de vente. Pour plus d'infos, appelez le 70 55. L'artiste que nous recevons ce dimanche sur le grand format de la télévision Canal 3 Bénin est bien plus qu'une voix. C'est une force vivante, une ambassadrice passionnée qui tisse l'âme du Bénin sur les mélodies du monde. Avec un talent éclatant et une persévérance admirable, elle a transformé son art en un véritable cri de cœur, décrochant récemment le titre prestigieux de reine internationale de la rumba au Bénin. Des rythmes ancestraux de Saroué jusqu'aux plus grandes scènes, son parcours est un hymne à la détermination et à l'authenticité. Elle incarne la grâce et la puissance de la nouvelle voix musique africaine. À l'état civil, elle répond au nom de Amphane Rungia, née le 6 mars, c'est-à-dire juste 2 jours avant la Journée internationale de la femme. Elle était au départ connue sous le nom de Fanny Fashion, mais très vite, elle a retrouvé son identité culturelle à travers le prénom Sena, comme pour dire don de Dieu. Préparez-vous à plonger dans l'univers d'une diva inspirante qui ne cesse de repousser les limites, accueillant chaleureusement l'unique, la magnifique Fanny Sena. Ta maison, de tes villes.
Fanny Senan sur le plateau du grand format ce dimanche 12 octobre 2025. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes originaire de la commune de Saroué. D'abord, comment on dit? Soyez les bienvenus en Saroué. Miaouezon. C'est comme en Mina, pratiquement. Oui, c'est comme en Mina. Ah d'accord. Ouais. Vous avez fait vos premiers pas dans la musique en interprétant les chansons de vos aînés dans les cabarets, les orchestres de la place. Ouais. D'où vous est venu l'amour de la chanson? D'abord, chez moi à Saroué, c'est la musique. Je suis de la famille Hungia, je suis de la famille Guédengue. Tout le monde sait que chez nous, voilà, c'est la musique ou rien. Les tambours sont toujours à côté. Donc je suis née. Chansons voilà, de toutes parts, oui. Voilà, je suis née dedans. Voilà, je suis née dedans et je dirais tout simplement que la musique, c'est moi, c'est toute ma vie. Oui. Donc, voilà. La musique est bercée dans la musique, c'est vrai, mais quand est-ce que vous avez véritablement senti pour la première fois le besoin de faire carrière dans la musique? À l'église Pentecôte de Grand Popo, parce que je suis née à Grand Popo, j'ai grandi à Grand Popo. Donc maman nous amenait à l'église et on était dans la chorale avec ma soeur jumelle. Et c'est là que j'ai véritablement eu ce goût-là. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est sûr qu'il y a une histoire derrière. Déjà, je fredonnais déjà des chansons parce que mon grand-père était un grand chanteur du village, paix à son âme, et ainsi que mon oncle. Voilà, donc je fredonnais déjà des chansons à la maison, naturellement comme ça. Donc j'avais aussi envie, comme on a commencé l'église, il y avait la chorale là, je voyais mes collègues chanter et tout, et un jour j'ai dit à ma maman que je veux aussi rentrer dans la chorale. Et ma maman ne voulait pas. Elle ne voulait pas, elle me demandait de continuer les études et tout. Et je lui ai dit que même en faisant les études que je peux faire. Et au début, elle avait refusé. Et j'ai commencé par la danse. D'abord, j'ai commencé par la danse. Au CE2, je faisais du toba. Ah, d'accord. Voilà, j'ai eu cette chance-là. Et déjà, au cours primaire, nous, on a commencé déjà les journées culturelles. Voilà. Donc, j'ai commencé d'abord avec la danse, les chorégraphies et tout. Et après, je suis rentrée petit à petit dans la musique, dans la chorale et tout. Donc, voilà. Oui. Et comment s'est passée cette transition d'interprète de chansons à aujourd'hui chanteuse, compositrice en carrière solo? Je dirais que ce qui m'a le plus motivée, c'est les journées culturelles. Les journées culturelles où je voyais des collègues, des amis faire des interprétations. Oui. Et comme je chantais déjà naturellement, moi-même j'ai décidé de me lancer. D'accord. Et après, je me suis dit, en 2006, voilà, j'ai participé au concours Coca-Cola Star Promo. Voilà, ce qui m'a véritablement donné le goût à la musique. Voilà, et c'est là, moi-même je me suis dit, parce que c'était un concours vraiment, vraiment suivi. Voilà, à l'époque. Et c'est là que je me suis dit, moi-même, j'ai quand même quelque chose. Ouais. Donc, de là, j'ai commencé avec les lives, les cabarets, avec les orchestres et tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré beaucoup d'aînés sur mon chemin. J'ai eu l'honneur de travailler avec beaucoup d'aînés comme Stan Toron, paix à son âme, oui. Bayo Agonglo, paix à son âme. J'ai travaillé avec Petit Miguelito, le grand frère Richard Flash, Don Méthode, les Oluwakemi, les Princesses d'Ossi. Je ne peux pas citer. Donc, j'ai commencé avec les chœurs en tant que choriste dans les studios et tout. Et voilà, c'est de là que ça a véritablement commencé. Ouais. Voilà. Vous avez été sacrée reine internationale de la rumba au Bénin en 2024. Qu'est-ce que cette reconnaissance signifie concrètement pour votre carrière et vos ambitions? D'abord, je passe par ce canal pour remercier ce grand homme, Monsieur Rodolphe Otumba, qui a eu l'idée d'organiser cet événement-là, qui est la soirée de la rumba. Et vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce grand honneur et ce titre. Parce que d'abord, c'est les fans qui m'ont nommée reine de la rumba. La reine de la rumba. Et lui, il est venu, je vais dire, confirmer ce que les fans ont dit. Il m'a dit, bon, il n'y a que toi seul
qui est reconnue comme la reine de la rumba. Donc, pourquoi ne pas te donner ce titre-là de façon officielle. De façon officielle. Donc, ça a été vraiment un honneur pour moi. Et grand merci au grand frère, à mon aîné Rodolfo Tumba, qui a reconnu mon talent. Et je te remercie du fond du cœur. Que Dieu te bénisse. Ouais. Voilà. Et puisque nous parlons de rumba, nous allons revivre la chanson que beaucoup de femmes adorent fredonner pour demander l'argent de popote. Ah oui. Ça vous dit quelque chose? Les hommes n'aiment pas ça. Hein? Non, moi j'aime ça quand même. Les hommes n'aiment pas ça. Quand même. De toute façon, nous allons écouter. Nous allons c'est sûr que vous donnez. Sinon, les hommes qui n'ont pas l'habitude de donner n'aiment pas entendre ça. En tout cas. Masinkawa Bokana Jebo Amana hikwe boronye banu sonua 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 Sitata ya nanu Sitata ya nanu Sitata ya nanu Sitata ya nanu Amana hikwe boronye banu sonua 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 Sitata ya nanu Sitata ya nanu Sitata ya nanu Sitata ya nanu bonangoho Babisekbo ete vina dupe de dona desi. Si semaine passée, le courant est débrouillé. On prend les doigts pour le faire. Donc il fume. Débrouillé pour le profil, pour nous. Cabane, là, il va dans le mardi. Ah, mais le web, mais autant qu'on tombe, mais en général, coup de way. Et je me manda nous, ouais, tu veux golomi. Et je me manda nous, ouais, tu veux golomi. Et je me manda nous, ouais, tu veux golomi. Et je me manda nous, ouais, tu veux golomi. Akwe no hotaki, akwe no hochelo, akwe no kwayuma, akwe no kwamilo. Mathieu Yelome, écoute ça. Sheila Jaho. Mano te kolili no uli bonu mi mano mano kuveo. Mano te kolili no uli bonu mi mano mano kuveo me. Miko ano yiwe kaka, wanyi mademe akweme bo. Miko ano yiwe kaka, homesu agolo botongo che. Ejro minu mandanu we chobe golomi. Ejro minu mandanu we chobe golo. Ejro minu mandanu we chobe golomi. Ejro minu mandanu we chobe golo. Akwe no hotaki, akwe no hochelu, akwe no kwayuma. Sitata de Fanny Sénan. Une question que je pose au nom du syndicat. Qu'est-ce qui a inspiré cette chanson? Ah non, j'ai rien dit moi. Parce que... C'est au nom du syndicat. Parce qu'il y a plusieurs hommes qui ne donnent pas l'argent de popote et c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut aussi aider la femme. Je ne dis pas que la femme ne doit rien faire, que la femme doit toujours attendre, tendre la main à son homme. Non, la femme aussi doit travailler. Mais il y a des hommes qui n'apportent absolument rien sur la table. Et c'est pas que ces hommes-là n'en ont pas. Ils vont dehors. On sait ce qu'ils font dehors avec de l'argent. Bon,
Il y a certains hommes, il y a certains hommes vraiment, excusez-moi beaucoup, qui sont vraiment inconscients, voilà, qui laissent les enfants et leurs femmes à la maison pour aller faire du n'importe quoi avec de l'argent, pendant que les femmes, sa femme souffre à la maison, ses enfants meurent de faim. Donc c'est surtout ça là que moi je dénonce dans la chanson. Un appel à la responsabilité. À la responsabilité. Donc désormais, les femmes aussi n'ont qu'à faire comme ça. Donc si tu ne donnes pas l'argent, le syndicat a reçu le message. Donc la solution, c'est si tu as nous aussi. Là, ce sera un peu chaud. Dites-moi, Fanny Sénan, votre style mélange souvent tradition et modernité. Quelle part de votre musique est la plus influencée par vos origines de Sarwé? Je vais dire c'est la rumba. La rumba. C'est la rumba. D'accord. Je fais un peu de tout parce que je fais de la variété. Oui, effectivement. Je fais un peu de tout. Et je ne dirais pas seulement que c'est que de la rumba parce que déjà, à Sarwé, c'est du Zéningbété, c'est du Toba, c'est un peu de tout. Il faut dire que je ne suis pas encore véritablement allée dans ce style. Véritablement puisée dans ce registre-là, oui. Mais je prépare une très très grande surprise pour mes fans parce que j'ai mon album en cours, j'ai mon nouvel album en cours. Et sur l'album, vous verrez un peu de tout un mélange. Et vous ne serez pas du tout déçus. J'espère que nous aurons la primeur de cette surprise-là. Sur Canal 3 Bénin, sur le grand format notamment. Bien sûr, avec plaisir. Avant que vous ne commenciez par chanter, quels sont les chanteurs, les musiciens qui vous impressionnaient déjà et qui vous inspiraient bien? Céline Dion. Céline Dion, oui. Nayanka Bell. Nayanka Bell, oui. Il faut dire que Laurie aussi m'a beaucoup déjà influencé d'abord. D'accord. Et inspiré aussi. Parce que dans le temps, je voyais une jeune dame, je vais dire, une jeune dame comme moi qui était vraiment au sommet. Et voilà. Dans le temps, je me disais, pourquoi pas je voulais être comme Laurie ou encore Céline. Mais c'est Céline Dion qui m'influençait beaucoup. J'interprétais beaucoup Céline Dion. Nayanka Bell, il faut dire que cette grande voix m'a appris à vraiment travailler. Voilà, parce que quand tu prends les chansons de Nayanka Bell, quand tu interprètes les chansons de Nayanka Bell, toi-même tu es d'accord. Toi-même tu sens que tu as travaillé. Donc il faut dire que ces grands noms-là, ces artistes-là m'ont beaucoup aidé, voilà, à être là où je suis aujourd'hui. Vous parlez justement de là où vous êtes aujourd'hui. Ben, nous allons rapidement suivre ce clip pour vous rappeler d'où vous venez. Nous allons suivre.
Je vois quelqu'un sourire depuis que ce clip a démarré sur ce plateau, Fanny Sena. Il n'y a que Canal 3 pour me sortir mes affiches, mais je suis vraiment émue. Parce que c'est ça l'objectif de cette émission. Nous amenons nos artistes très loin et nous leur rappelons d'où ils viennent justement. On sait qu'en 2012, Aliti vous a révélé. Aujourd'hui, quelle est la plus grande différence entre la Fanny Sena de l'époque que vous venez de suivre et l'artiste que vous êtes devenu aujourd'hui? Fanny a beaucoup mûri. Fanny a beaucoup grandi musicalement, physiquement, moralement et tout. Voilà. Parce que, vous savez, là, c'est 2012, je crois. Ouais. C'est 2012. On a traversé pas mal de choses, surtout dans le showbiz. Et là, c'est le début des débuts. Et là, c'est le début des débuts. Et ça n'a pas été du tout, je dirais, pas du tout facile. Et je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui, pendant tout ce temps aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont commencé, avec qui j'ai commencé, qui ont raccroché depuis. Qui ont raccroché parce que nous savons tous... ce qui se passe dans notre pays, ce n'est pas du tout facile. Il n'y a pas de producteur, il n'y a personne derrière. Donc, on essaye de tout faire quand même pour rester dans l'actualité. Et je vous dis, ce n'est pas du tout facile. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. J'ai grandi, je continue d'apprendre et je suis sûre que j'irai encore plus loin par la grâce de Dieu. Tu iras encore plus loin par la grâce de Dieu. Et quelles sont les difficultés les plus spécifiques que rencontre aujourd'hui une artiste béninoise pour s'imposer sur la scène musicale internationale? Nous n'avons pas d'accompagnement. Voilà, nous n'avons pas non plus de producteurs. Voilà, donc je pense que c'est la plus grande difficulté. Et je dirais aussi qu'entre nous, artistes, il n'y a vraiment pas de soutien. Voilà, ce n'est pas mutuel. Moi, je vais d'abord demander à mes frères, mes sœurs artistes qu'on se soutienne, qu'on commence d'abord par là. Et je pense que les promoteurs aussi vont nous accompagner parce que regardez ce qui se passe à l'extérieur, en Côte d'Ivoire, quand un artiste sort un son comme ça, il y a tous les autres artistes qui accompagnent. Mais ici, il y a une compétition bizarre entre nous, artistes. Je ne dirais pas compétition, mais de l'ego. Et c'est vraiment inutile. Donnons-nous la main, travaillons ensemble pour aller de l'avant. Donc, voilà. On sait que quand même ces difficultés ne vous ont pas empêché de briller quand même à l'international. En témoignent vos featuring avec plusieurs artistes du Togo et de la Côte d'Ivoire. On peut citer entre autres Omar Bi, ce légendaire chanteur togolais, plein de talent qui nous a malheureusement quittés très tôt. Ariel Chené de la Côte d'Ivoire avec qui vous avez chanté Yema Manti. Et Juliano, un autre jeune togolais aussi très talentueux avec qui vous avez fait une bonne complicité musicale que nous allons d'ailleurs suivre. On va suivre un extrait. Mais façon je te love is no limit. Oh my girl, oh my billions. Funny, you so beautiful. Nemu pomu familia. You girl I feel you with all my body. Nemu power day, nemu vono day. Oh my girl, juste un avant-goût de cette belle complicité entre Fanny Sena et Juliano du Togo. Si vous voulez suivre l'intégralité du clip, allez sur Fanny officiel, ça c'est sûr. Fanny Sena, toujours sur ce plateau, quel est le plus grand rêve de Fanny pour la musique béninoise dans les 5 prochaines années? Je sais que vous revenez d'une tournée. Ouais. De briller à l'international. On a beaucoup travaillé ici. D'accord. Et je pense qu'on a assez prouvé de quoi on est capable. Ouais. Donc, il est temps maintenant que les artistes béninois aussi brillent à l'international. Et moi, c'est mon rêve le plus cher. Le rêve le plus cher. Ouais. Voilà. Nous avons aussi suivi avec beaucoup de plaisir ce duo très très complice.
que vous avez fait avec Don Metok. Une belle chanson d'amour qui cartonne actuellement dans presque toutes les discothèques. Le titre, c'est Nandawi, c'est ça? Oui, okay. Nous allons suivre Nandawi. On revient très rapidement. Je ne suis pas faite pour toi. Oui, c'est vrai que mes amis disent que tu n'es pas l'homme idéal. Maman m'a dit de faire le bon choix. Je crois que je l'ai écouté. Je suis la plus chanceuse. Je n'aurais jamais imaginé trouver l'amour. Mes amis se moquaient de moi jusqu'à ce que tu apparaisses dans ma vie. Oui, Une belle complicité entre Don Metok et Fanny Senan. Parlez-nous très rapidement des coulisses de cette chanson. Don Metok, un grand frère, un douanier que je respecte beaucoup, qui m'a vu grandir musicalement, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler en tant que choriste. Et cette collaboration, on devait faire cette collaboration il y a 10 ans en arrière. Hein. Et à chaque fois, je lui disais, Fofo, je veux collaborer avec toi. Il me dit, mais il n'y a pas de souci, petite soeur. Donc, nous n'avons jamais eu le temps, proprement, nous n'avons jamais eu le temps de le faire. Donc, un jour, je suis allée au studio, j'avais déjà posé ma partie et avec mon arrangeur Credo, il me disait, mais Dada, si tu essaies quand même de trouver quelqu'un pour collaborer. Et en son temps, j'avais déjà parlé avec le grand frère qui me disait d'attendre un peu, qu'il allait finir aussi son contrat avec sa maison de production et tout. Donc un jour, on était à un spectacle avec le grand frère où lui-même, il a pris le micro publiquement. Il me dit, Fanny, maintenant je suis prêt, nous pouvons collaborer ensemble. Et voilà. Et cette chanson que vous voyez a été improvisée des deux côtés. Donc voilà. Et encore grand merci à toi, grand frère. Et merci pour ce respect-là que tu me donnes à chaque fois. Nous arrivons dans la dernière minute de cet entretien. Très rapidement, Fanny Senan, un mot pour vos fans et pour les jeunes filles qui rêvent de se lancer dans la musique. Quel est le conseil le plus important que vous puissiez leur donner? Pour les jeunes filles qui rêvent de se lancer dans la musique, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas distraire. Travaillez. C'est le travail. En fait, secret au bio, c'est tout. Donc, travailler. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Les conseils de Fanny Senan, et là, vous voyez, quand c'est le travail, on parle bien du travail avec précision. Voilà. Merci à vous, Fanny Senan. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau. Je fais un gros coucou, excusez-moi, à mes deux petites filles, parce qu'avant de quitter la maison, je les ai dit, je suis en train d'aller à la télé. Et elles m'ont demandé, maman, est-ce qu'on peut te voir? J'ai dit oui. Donc, à Garcia et à Stella, je vous aime. Bisous. Merci à mon manager Efoué La Joie, ma soeur jumelle Fania. Merci à tous mes fans qui ne cessent de m'écrire. Fanny, parce que depuis ma tournée européenne, je n'ai pas encore sorti d'actualité. Mais très, très bientôt, vous aurez de mes nouvelles. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont contribué à votre passage sur le grand format. Je veux nommer justement votre manager, Efoué La Joie. Merci pour sa simplicité, sa promptitude et surtout son dynamisme. Nous l'avons contacté et très rapidement, il a répondu. Merci à Canal 3. Merci surtout à Ghislain Stilagodji, le président d'honneur de l'amicale des jeunes managers du Bénin. Il a été sacré récemment manager de l'année. Ghislain Agodji, un ami d'enfance que je taquine beaucoup. Et merci pour ton amour parce qu'il m'a toujours soutenu. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est un titre bien mérité pour tout ce qu'il fait pour la promotion des artistes au Bénin.
Le grand format s'est terminé pour ce dimanche 12 octobre 2025. Tout le plaisir était pour moi, mesdames et messieurs, de rester en votre compagnie. Bonsoir chez vous. Portez-vous bien.